Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre nouvelle émission À table avec Grace. Je suis Grace Boussanga et aujourd'hui j'ai le plaisir d'être accompagnée de Jojo Isako, un jeune entrepreneur très audacieux et surtout très visionnaire qui va être tout simplement être avec nous pour pouvoir parler de son parcours. Salut Jojo, comment ça va? Ça va très bien, Grace, merci. Je suis très content d'être là aujourd'hui. Merci, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci. En tout cas, toi et moi, on se connaît et je trouvais tout simplement en fait logique pour moi de t'inviter. Surtout, j'espère que en fait tout ce que tu vas partager avec nous va en fait inspirer les personnes qui vont nous regarder. Ah oui, je l'espère bien. Donc, on va rentrer tout simplement dans le vif du sujet. Moi, je trouve que tu as vraiment en fait un parcours qui est international. Oui. Donc, tu es né à Kinshasa, tu es parti au Maroc et ensuite tu es arrivé au Canada. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu tout ce parcours en mode international? Oui, bon, déjà que j'ai quitté le Congo pour le Maroc pour mes études. Alors, j'étais allé continuer après mon diplôme de secondaire, comme on dit chez nous. Alors, je suis allé au Maroc faire le bac+3. Justement, après le Maroc, je suis rentré au Congo. Et au Congo, je suis venu au Canada. Donc, tout ça, c'était pour les études, mais aussi, c'était pour me découvrir aussi. Donc, ces moments m'ont permis de grandir, de m'améliorer, d'être indépendant. Et ça crée en moi cet esprit entrepreneurial. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cet esprit entrepreneurial? Parce que j'ai comme l'impression, on dirait que c'est vraiment pendant ces voyages-là que tu as découvert en fait cette passion pour l'entrepreneuriat. Oui, bon, je dirais que je me suis découvert moi-même parce que l'esprit entrepreneurial a commencé dans la famille, avec mes parents déjà très jeunes. Ils me donnaient plusieurs responsabilités, comment gérer la maison dans certains cas, comment gérer les affaires et tout ça. Alors, ce qui fait qu'en allant au Maroc avec les études en informatique, en faisant des stages professionnels et tout ça, ça m'a permis en fait de découvrir cet aspect d'apporter des solutions. Parce que les études en informatique, tout comme en électronique au Congo, c'est centré sur les résolutions de problèmes, sur tout ce qu'on a comme innovation. Alors c'est comme ça que ça a créé en moi cet esprit entrepreneurial. Donc c'est commencer à analyser les problèmes tout autour de moi et apporter les solutions. Et ta première entreprise, je la trouve assez... Pour moi, c'est comme une entreprise. Ouais. Donc, elle a commencé justement au Maroc. Donc, si ma mémoire est bonne, c'était lié un peu aux jeux vidéo. Exactement, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ça? Oui, exactement. En fait, on avait constaté que les jeunes avaient du mal à se réunir. C'était souvent dans les événements, c'était souvent dans des fêtes et tout. Alors, on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait apporter aux jeunes pour justement les divertir, mais aussi les réunir. Alors, c'est comme ça qu'on a créé Waysmine à l'époque. Alors, on était à 4, on a créé l'entreprise, on a créé comme une forme de communauté pour justement partager un match de FIFA où il y avait un vainqueur. Et aussi, on a créé des tournois de football. Donc, c'est vraiment avec ça qu'on essaie un peu d'évoluer. Justement, le but était d'aider les autres, donc d'aider la communauté un peu à se réunir, à se rassembler. Donc, c'est avec ça qu'on a commencé. Et après, j'ai fait une formation de création de start-up. Et c'est là que j'ai lancé ma première marque Paramètres Exalogique. C'était justement une marque de vêtements. Et après, j'ai lancé une plateforme de vente de sites web, des applications web. Donc, ça a commencé avec ça. Donc, une fois qu'on a lancé la première machine, donc c'est parti comme ça. Est-ce que tu trouves que ce parcours-là que tu as eu à l'international, est-ce que tu trouves que c'est venu influencer ton aventure entrepreneuriale? Oui, bien sûr, bien évidemment, parce qu'en fait, partout où je passais, je sentais que j'avais quelque chose à apporter, un plus à donner. Donc, chaque situation, à chaque défi, alors je cherchais une solution. Donc, moi, je me suis dit, bon, OK, je dois être la solution. Alors, quand quelqu'un a un problème, si je n'ai pas la réponse, je vais aller chercher justement à frapper les portes, trouver des solutions et devenir la solution, pourquoi pas. Alors, ça a commencé avec ça. Donc, l'effet d'être à l'étranger, loin des parents, il fallait que je puisse m'en sortir. Donc, il fallait que je puisse me développer, il fallait que je puisse agrandir mes connaissances. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Donc, je me suis lancé, j'ai essayé, j'ai échoué 2 fois. Et déjà, quand j'étais superviseur pour une entreprise informatique au Maroc, et c'est là vraiment que j'ai compris qu'on était capable de faire plus. Alors, j'ai créé une équipe, on a commencé à créer des sites web, on a commencé à vendre des applications web et c'est parti de là. Et ton aventure entrepreneuriale au Canada, comment ça se passe là? Oh oui, en fait, le Canada, c'est un monde, je dirais, différent. En fait, ça a commencé avec mon collaborateur Yves. Donc, nous, déjà, quand on est arrivé ici,
au Canada, Yves Lumbu. Donc, quand on est arrivé ici au Canada, on était étudiant international. On nous a donné, il y avait tellement de stéréotypes, il y avait tellement de messages qui nous disaient non, vous êtes des étrangers, vous ne pouvez pas lancer une entreprise, vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez même pas faire affaire avec des banques ou les écoles, alors, ou les concessionnaires. Alors, on a réfléchi. On a trouvé une solution, on trouvait des vendeurs des autos, des voitures sur Kijiji, et nous, on trouvait les acheteurs. Sans dépenser un sou, on mettait en contact le vendeur et l'acheteur. Mais qu'est-ce qu'on faisait, c'est qu'on vient voir le vendeur, on teste la voiture, on évalue la voiture, et une fois qu'on on fait nos photos à nous-mêmes, on le republie sur notre page ou sur nos comptes, on trouve un acheteur et on l'emmène pour acheter la voiture et on a notre commission. C'était comme ça que ça a commencé. Et après, on a toujours évalué la situation avec la communauté, avec notre entourage. On a remarqué que même nous-mêmes, on avait un problème sur l'intégration. Alors, c'est comme ça qu'on a lancé GIS Partenaire. GIS Partenaire découle de la pandémie. On réfléchissait justement, les gens étaient dans le besoin, qu'est-ce qu'on pouvait apporter comme solution. Alors, GIS Partenaire, aujourd'hui, offre des services d'accueil, d'installation, d'accompagnement des nouveaux arrivants, mais aussi on fait la gestion immobilière. On est dans des projets aussi à venir dans la construction, justement, là où on a beaucoup échangé. Donc, c'est comme ça que mais c'est vraiment un monde différent, je dirais, parce que le Canada, il faut respecter les lois, les règles, les principes, comment ça se passe ici. Donc, il faut vraiment être très, très, très pointu avec la manière dont ça fonctionne en Afrique ou ailleurs. Ici, au Canada, il y a beaucoup trop de règles, trop de principes qu'il faut respecter. Donc, c'est vraiment une casse-tête, une pression qu'on vit. Donc, je dis, entreprendre au Canada, c'est C'est tout un sport. C'est à 100 à l'heure, c'est tout un sport. Donc, c'est vraiment ça. Ouais, moi, j'ai beaucoup apprécié parce que, vous savez, quand vous êtes seul, c'est difficile. Mais quand vous avez une équipe solide, où vous partagez des tâches, vous découvrez ensemble, c'est vraiment ce qui est plus important, c'est ce que je trouve mieux. Au Maroc, j'étais seul, qui se battait et qui était souvent à la tête de tout. Mais ici, au Canada, je trouvais des personnes qui ont aussi plus de connaissances que moi. Donc, c'est vraiment ça l'avantage. Ouais. Et je trouve que c'est intéressant, dans les échanges, tu as beaucoup parlé de communauté. Oui. À chaque fois, j'ai l'impression que tu dis que ben, voilà, la communauté avait un problème, tu es venu, tu as apporté une solution. Qu'est-ce que la communauté t'apporte ou qu'est-ce que toi, tu apportes aussi en même temps à la communauté? Bon, en fait, moi, je dis ce que je dois apporter dans la communauté, c'est tout ce que j'ai comme connaissance. En fait, on peut donner que ce qu'on a reçu. Et en fait, la communauté, c'est des générations après génération. Exact. Mais ce qu'on doit faire aujourd'hui doit être une chose qui doit être pérenne. C'est-à-dire, c'est qu'il faut avoir des impacts à long terme. Moi, pourquoi je me suis lancé en entrepreneuriat, d'ailleurs, c'est parce que j'étais à la recherche de l'impact positif. J'ai toujours voulu impacter les gens pour que, en fait, quelqu'un se sente à l'aise, quelqu'un se sente aidé, qui trouve une solution. Donc, en fait, c'est ça, en fait, le service que je te donne, c'est vrai qu'en retour, je gagne de l'argent. Bien sûr, ouais. Mais sauf que je dois impacter, je dois te fidéliser. Pour moi, c'est toujours une pensée que j'ai dit tout le temps, mais bizarrement, il y a le président Sarkozy qui l'a dit récemment, c'est convaincre avant de séduire. C'est convaincre, une fois que je te convainc que la voiture, elle est bonne, que tu peux la garder, très rapidement, je peux te vendre une garantie prolongée parce que là, ça devient la séduction. Donc, je peux te vendre des garanties prolongées, je peux te vendre tout le produit pour protéger ses biens. Donc, moi, la communauté, c'était vraiment la recherche de l'impact positif, apporter les solutions. Et une fois que les personnes se retrouvent dans la solution que tu apportes, les gens sont épanouis. Donc, moi, c'était vraiment à la recherche de l'impact positif tout autour de moi. C'est en ce sens, ouais. Ok, ça marche. Et est-ce que tu trouves que la communauté, c'est sûr que la communauté, elle est large, mais est-ce que la communauté avec laquelle tu travailles ici au Canada, elle est différente de celle avec qui tu travaillais au Maroc ou c'est plus ou moins la même? Oui, beaucoup, beaucoup différent. Wow, c'est vraiment l'écart vraiment de comportement ou des choses. Pourquoi, en fait, au Maroc, j'étais déjà trop jeune, plus jeune que ça. En fait, on était plus sur la concurrence, je peux dire ça. C'était plus basé sur la concurrence. Tout le monde faisait des choses pour prouver. Alors moi, j'ai grandi dans une famille où on ne prouvait rien. Donc, ce que tu fais, c'est pour tout le monde. Alors, c'est comme ça que j'essaie d'apporter des solutions un peu plus différentes de tout le monde. Et des fois, tu es mal vu parce que les gens veulent copier, les gens veulent faire la même chose. C'était vraiment un challenge. Mais ici, au Canada, par contre, c'est que fais tes affaires, non, si on fait le mien, mais pourquoi on ne peut pas se réunir? Exact. Donc, c'est comme ça que
j'ai appris à développer un réseau. Tout comme aujourd'hui, c'est grâce à ce réseau-là que je rencontrais Grace, justement. Donc, ça a commencé comme c'est différent. Donc, on peut se soutenir, on peut s'accompagner, on peut s'entraider. Donc, c'est vraiment une différence aussi de la culture. La culture canadienne est vraiment différente. Les portes sont ouvertes ici au Canada. Versus dans d'autres pays, je trouve que c'est un peu plus fermé, centré sur autre chose. Donc, c'est vraiment ça, la différence. Ouais. D'où, c'est pour ça, je pense que c'est très important pour toi, tout ce qui est relations humaines dans tes relations, dans ton travail, en fait, au final. Exactement. Je dis, un entrepreneur a besoin de bâtir un réseau. Le réseau est très important pour un entrepreneur parce qu'aujourd'hui, écoute, si j'ai besoin d'une solution marketing, je sais que je vais frapper avec Grace, donc je vais frapper la porte. Donc, si j'ai besoin de trouver une solution à ce qui concerne la gestion immobilière, Gilles Partenaire est là. Gilles Partenaire, derrière Gilles Partenaire, il y a des avocats en immigration, il y a beaucoup de gens avec qui on travaille. Donc, c'est Gilles Partenaire. Donc, c'est nous, Gilles, mais on a des partenaires. Donc, on apporte des solutions par rapport à nos partenaires. Donc, c'est vraiment avec ça que... C'est vraiment important d'avoir une communauté, des partenaires. C'est vraiment important d'avoir les gens tout autour avec qui tu travailles, avec qui tu sais que tu peux apporter des solutions. Donc ça, c'est très important. Donc, je pense aussi que c'est grâce à ces partenaires, comme tu as dit, Gilles, ces partenaires-là, que c'est vraiment grâce à ces partenaires-là qu'il y a tout un travail qui est fait pour aider la communauté, pour réaliser les projets, pour surtout aussi, je pense, que tu puisses toi aussi avancer dans ce que tu fais, toujours dans tout ce qui est créativité et innovation, en fait, au final. Exactement, ouais. C'est vraiment ça, parce que on travaille pour des gens, on apporte des solutions pour des gens, parce que si ce n'était pas le cas, toutes les entreprises seront fermées. Donc, les entreprises sont des solutions pour des gens. Donc, moi, je trouve qu'il faut être centré et regarder l'humain comme la personne la plus importante. Parce que c'est à l'humain que tu offres de service. Donc, il faut vraiment être focus sur qu'est-ce que je veux faire, comment je vais l'impacter, quelles sont les solutions que je dois apporter. C'est vraiment c'est dans ce sens. Ouais. Donc, chaque solution que vous apportez à votre communauté, bon, c'est sûr, la communauté, elle est grande, donc les individus sont différents. Les besoins sont aussi tout simplement différents, avec des solutions qui sont adaptées en fait à leurs besoins. À leurs besoins, exactement, oui. Parce que en fait, Gilles Partenaire, disons que quand on s'est lancé, on a rencontré beaucoup d'étudiants, beaucoup des nouveaux arrivants ici sur le sol canadien qui se perdaient. Déjà ici, arrivé sur le sol canadien, il y a un problème avec la gestion de la carte de crédit, le score de crédit. En Afrique, on ne connaît pas tout ça. On ne connaît pas. La carte de crédit, on ne sait même pas si c'est quoi. Donc, et à partir de ça, on a eu à travailler avec des conseillers en finances personnelles. On a eu à travailler avec des concessionnaires d'auto, parce que nous, on a commencé à vendre des voitures en 2020. Et les étudiants internationaux, à cette époque-là, ils avaient du mal à se financer une voiture. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on s'est investi à les aider à bâtir un score de crédit. On les a aidés à trouver des solutions par rapport à leurs besoins. Donc, c'était les accompagner chez les concessionnaires, monter un dossier pour les financements. Pourquoi ne pas prendre une location à la place d'un financement? Donc, on a essayé vraiment d'apporter des solutions par rapport à un besoin spécifique. Et par là, on a revu qu'il y avait beaucoup de problèmes d'intégration, il y avait beaucoup de problèmes d'orientation aussi, parce que, admettons que quelqu'un qui a étudié sa vie moi, j'ai fait l'électronique au Congo, j'arrive au Canada ici, je vais faire l'administration des affaires. À ma première année, c'est un choc. Boum, ça explose. Je ne suis pas capable d'étudier, mes cours sont compliqués. Pourtant, il y a une possibilité d'aller dans un autre programme, mais sauf que beaucoup n'ont pas cette connaissance-là. Alors, c'est en ce moment-là que Gilles Partenaire entre en jeu. On va évaluer la situation, on va voir s'il y a des conseillers à l'école, pourquoi ne pas le voir, pourquoi ne pas t'accompagner dans ce sens, orienter en fonction, on peut évaluer tes bulletins, tu étais fort dans quel cours, voilà, pourquoi ne pas faire l'informatique, pourquoi ne pas aller dans tel domaine. C'est vraiment dans ce sens qu'on répond aux besoins et qu'on accompagne les gens. Super. Bon, en tout cas, merci Jojo. Merci beaucoup, Grace. Reste avec nous. Nous, on arrive, on revient après la pause et on va tout simplement encore poursuivre la discussion avec Jojo qui va partager ces magnifiques aventures entrepreneuriales. À tout à l'heure. De retour sur votre émission À table avec Grace, je suis Grace Boussanga et puis je suis toujours en compagnie de Jojo Isako, notre jeune entrepreneur, visionnaire et audacieux. Donc, comme indiqué tout à l'heure, Jojo, tu as cofondé plusieurs entreprises et j'ai une question pour toi parce que tu vas voir après par la suite pourquoi je te pose cette question. C'est de savoir, est-ce que tu te considères comme un leader?
Oui, je me considère comme un leader parce que le leadership est important pour la création ou la structure d'une entreprise. Je trouve que c'est essentiel parce que le leadership, ça impose une vision à l'entreprise. Et lorsque la vision est claire, tout le monde court mieux. Lorsque la vision est claire, lorsque les leaders apportent une clarté dans la vision devient transférable. Donc, je trouve que je me considère comme un leader parce que je travaille pour bâtir une autre génération. Vous savez, Nicolas Sarkozy le dit souvent, la vie, c'est comme ça existe un timbre-poste. C'est-à-dire c'est que du jour au lendemain, tout peut s'arrêter. Exactement. Mais tout comme un bon leader doit penser à la relève, un bon leader doit penser à qu'est-ce qui peut arriver demain. Alors moi, je suis vraiment centré sur la relève, je suis centré sur la transmission de la vision à d'autres personnes. C'est-à-dire c'est que si aujourd'hui tout s'arrête, il y aura des gens qui vont accompagner ma vision jusqu'à la fin. Donc, je me considère comme un leader parce que je travaille pour cela. Ouais, vraiment beaucoup pour cela parce que déjà, par ça, on développe une écoute active avec son équipe. Donc, moi, je suis de ceux-là qui écoutent plus son équipe. Alors, j'aime travailler avec mon équipe dans le sens où il faut qu'on se partage des idées et se joindre dans la vision et marcher ensemble. Donc, c'est comme ça. Ouais, je me considère vraiment comme un leader. Ok, bah justement, tu as répondu à une partie de la question. Ok. Donc, ce serait de savoir aussi, mais comment tu arrives à transmettre en fait ta vision, tes valeurs, comme tout en fait, à ton équipe pour que cette équipe puisse te suivre? Parce que je pense que c'est pas facile, forcément, déjà, un, de recruter les personnes, deux, de les former, puis surtout, trois, de les garder. Ouais. Comment tu fais? Bon, on dit toujours, en fait, s'il y a une chose qui est vraiment, il faut le savoir, c'est que la gestion des humains, c'est compliqué. En tout cas, depuis qu'on est en entreprise, moi, avec mes collaborateurs, on a eu plusieurs stagiaires dans l'entreprise, on a vu ça. Alors, la chose que je fais, c'est que je passe plus de temps à les écouter et je passe plus de temps, au fait, à les expliquer qu'est-ce qu'on veut avoir comme impact demain. Alors, c'est comment? C'est que par la reconnaissance aussi, il faut reconnaître que avoir des ressources dans son équipe ou des partenaires dans son équipe, c'est pas donné à tout le monde. Ouais. Alors, s'il faut le garder, il faut être reconnaissant déjà de les avoir, il faut être reconnaissant de travailler avec eux, mais aussi il faut être pointu par rapport à leur travail et aussi ne pas tout le temps être centré sur les erreurs parce qu'aujourd'hui, on a plus de boss que des leaders. Donc, les boss sont plus go, 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 mais les leaders, c'est vraiment on travaille ensemble. Donc, c'est que si tu échoues, on échoue tous. Donc, il faudrait qu'on travaille ensemble pour résoudre le problème. Alors, moi, je suis vraiment plus centré sur l'esprit d'équipe, le travail d'équipe. Alors, moi, je ne fais pas toutes les tâches seul. Je délègue toujours les tâches pour que, en fait, que chacun apporte sa touche. Donc, c'est-à-dire, c'est que si on veut aller dans la cuisine, moi, je peux apporter la marmite, lui peut apporter la viande, l'autre peut apporter le sel. Donc, on prépare ensemble la nourriture. Donc, c'est vraiment dans ce sens que je travaille avec mon équipe pour que la vision soit transférable. Alors, une fois que la vision est bien maîtrisée dans l'équipe ou que tout le monde comprend un peu, je trouve qu'il y a l'enthousiasme. Il y a aussi l'énergie, on sent que tout le monde veut apporter quelque chose et c'est comme ça qu'on le garde, c'est comme ça que quand la personne se sent importante dans ton équipe ou dans ton entreprise, il se valorise elle-même, la personne, et vous aussi en tant que leader, en tant que chef d'entreprise, vous valorisez aussi les personnes en les donnant des tâches, en respectant aussi leur vie. Écoute, c'est vraiment comme ça que je travaille avec mes équipes. Ouais. Est-ce que ça a été difficile pour toi au début de t'imposer auprès de ton premier employé, en fait, au final? Oui, beaucoup, beaucoup. Mais sauf que, en fait, il faut dissocier, en fait, l'entrepreneuriat n'exclut pas le salarial. Moi, je dis ça souvent parce qu'en fait, moi, d'ailleurs, l'entrepreneuriat, c'est pour moi la sécurité. Pourquoi je me suis lancé en entrepreneuriat? L'insécurité ou la sécurité. La sécurité, ok, good. C'est ça que je voulais dire. La sécurité, c'est vraiment pour éviter l'insécurité, c'est ce que je voulais dire. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui ton travail te quitte, tu ne restes pas le main vide. Donc, il y a quelque chose qui va t'aider à aller de l'avant. Alors, pour moi, c'est à cause de ça que je me suis lancé en entrepreneuriat. Et aussi, comment je me suis adapté au niveau de l'emploi. J'avais toujours du mal parce que je faisais toujours des choses à côté, à gauche, à droite. Mais après, je me suis dit, en fait, à un moment donné, il faut apprendre. À un moment donné, il faut se laisser conduire. Un bon leader, c'est aussi celui qui se laisse conduire. Exact. Un bon leader, c'est aussi celui qui apprend beaucoup des autres. Parce qu'on devient mature que par l'apprentissage, on devient mature que par la connaissance. Et aussi, c'est vraiment des choses que je me suis... Et moi, dans ma vie, j'ai rencontré que des bons leaders. En tout cas, que ce soit dans l'emploi, partout où j'ai travaillé, j'ai rencontré des bons leaders. Des gens qui me laissaient faire,
et aussi qui me donnait des corrections de manière un peu plus responsable. C'était pas que, oh, tu as fait une erreur, non, tu as mal fait. Non, moi, c'était pas comme ça. C'est que quand tu sais, Jojo, tu aurais pu faire ça. Jojo, tu sais, ça c'est bien, mais tu sais que tu aurais pu faire mieux. Donc, c'est vraiment ça qui m'a aidé aussi à me développer et que lorsque je le reçois, je le transfère aussi aux autres. Donc, c'est vraiment comme ça. Ça, c'est intéressant. Ouais. Et puis, tout à l'heure, tu nous as parlé d'échecs. Ouais. On sait que l'échec, pour certains entrepreneurs, c'est très difficile à gérer. Mais toi, j'ai l'impression, comme tu as dit, c'est une véritable leçon pour toi, en fait. L'échec, comment tu gères ça, en fait, au final? Il faut que tu nous dises, ça peut aider d'autres personnes. Oui, en fait, beaucoup considèrent l'échec comme étant une bombe qui explose. Mais en fait, dans l'échec, on apprend. L'échec, pour moi, c'est considéré comme un escalier des marches d'escalier qui te permettent d'aller jusqu'au fond de ta vision. Alors, lorsque tu échoues, lorsqu'on rencontre les obstacles, pour moi, c'est le meilleur moyen d'apprendre. C'est le meilleur moyen de s'auto-analyser, d'analyser son projet, d'analyser qu'est-ce qui n'a pas marché. Mais aussi, l'échec, pour moi, c'est l'occasion d'aller apprendre des autres. Vous savez, tout ce qu'on fait dans le monde, ça existe déjà. Exactement. Alors, il y a forcément quelque part quelqu'un qui a plus d'expérience que toi, quelqu'un qui a plus de connaissances que toi dans la matière. Il faut aller consulter la personne, pas pour devenir créer une rivalité envers la personne, mais vraiment rester dans l'école de la personne, apprendre et se développer, à ensuite se relancer. Alors, si vous échouez, si on échoue, bon, moi j'ai échoué plusieurs fois, j'ai fermé des entreprises. Et tout récemment, ici avec Yves, on a fermé une entreprise justement. Donc, ça nous arrive, ça arrive de voir que là, on est peut-être planté quelque part et on doit se le dire que ça ne marche pas. Et le reconnaître, ça aussi, ça fait partie de l'esprit de leadership tout de même. Et aussi, on se développe à partir de cet échec-là. On a vu qu'est-ce qui a causé l'erreur, on a vu comment on était large face à certaines choses. Et voilà, il faut passer par la suite. Il ne faut pas rester dans le deuil. Il faut se relever, il faut aller, il faut avancer. Donc, c'est très important la résilience, vraiment face à l'échec. Super. Il y a aussi une petite phrase qui m'avait assez marqué que tu avais dit. Là, je me permets de regarder mes notes. À un moment, tu as dit que tout ce qui augmente la liberté augmente la responsabilité. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette philosophie? Oui, ça c'est Victor Hugo d'ailleurs. Alors moi je dis, ce qui fait qu'il ne faut pas dissocier la responsabilité et la liberté. Vraiment, c'est des choses qui vont ensemble. Pourquoi? Parce que si on regarde aujourd'hui, on offre des services aux gens, l'entreprise est en train d'accroître, de grandir, mais il faut regarder tout autour de nous quel est l'impact que cette entreprise est en train d'apporter dans la société ou dans l'environnement. Mais aussi regarder la renommée de l'entreprise. Ça, c'est la responsabilité. Il faut regarder le style des employés que vous engagez, le style de personnes avec qui vous travaillez, les collaborateurs. Admettons qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui salit l'image de l'entreprise. En fait, c'est pas, avec les réseaux sociaux, ça ne reste pas seulement aujourd'hui, cette année, ça va aller plusieurs années, on va toujours en parler. Alors, il faut être responsable et savoir que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on choisit aujourd'hui a des répercussions. Donc, on doit être responsable en tant qu'entrepreneur, on doit être responsable en tant qu'humain. Quand on apporte une solution, quand on veut faire quelque chose, il faut vraiment ne pas dissocier la responsabilité et la liberté. Parce qu'on devient libre, on grandit, mais il faut être plus responsable avec ce qu'on fait, qui on peut impacter demain, à qui on peut nuire demain avec notre comportement et l'image qu'on donne aujourd'hui. On voit que c'est vraiment compliqué avec le monde, donc il faut vraiment être plus responsable. Moi, je considère que la responsabilité et la liberté, ça marche ensemble. Ouais. Et justement, parlant de responsabilité, donc la responsabilité sociale et l'éthique, comment tu arrives en fait à intégrer ces deux éléments dans tous les projets de JLS Oui, nous, c'est par la partenaire. transparence. Okay. La transparence entre nos relations avec les clients, la transparence entre nos partenaires. Écoute, quand c'est louche, il faut qu'on se le dise. Quand ça ne marche pas, il faut qu'on échange. Et s'il faut convoquer une réunion d'urgence, il faut le faire parce que déjà dans des projets... tout le monde peut avoir une idée, mais toute idée n'est pas bonne. En fait, il faut toujours l'analyser. Toute idée peut être bonne, mais il faut l'analyser. Donc, on se met, on est transparent, on essaye de bâtir une relation vraiment avec beaucoup plus de transparence, de clarté.
Et c'est ce qui aussi rend la vision aussi plus claire. Donc, c'est vraiment, on sait où on va ensemble, quels sont nos objectifs, est-ce qu'on atteint nos objectifs. Et quand on n'atteint pas nos objectifs, on doit être clair, on doit se le dire. Exactement. Écoute, Grâce, tu sais que cette année, je n'ai pas atteint mes objectifs. Mais c'est que ça te donne, au fait, la connaissance et l'énergie de savoir comment tu vas aborder l'année prochaine. C'est vraiment avec la transparence que moi, j'arrive à implémenter ça dans le projet. On dit, on a un projet qui va nous coûter autant d'argent. Voilà comment ça va être réparti, le budget. Et s'il y a quelque chose qui reste, qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce que ça va pour un autre projet? Est-ce qu'on s'arrête là? Est-ce que c'est vraiment avec cette transparence-là qu'on arrive vraiment à implémenter beaucoup, avec beaucoup d'équipes que j'ai travaillé, c'était vraiment plus la transparence. Moi, j'ai appris la transparence à la maison, avec mes parents, c'était vraiment été dur. Tu vas faire une course, il reste $20, tu dois ramener le $20 à la maison. C'est vraiment, les parents africains, c'est comme ça. Donc moi, plus ma mère a été vraiment dure envers moi avec tout ce qui était comme la matière d'argent. C'est-à-dire ça crée en moi cette curiosité de savoir pourquoi elle est toujours dure envers moi, mais c'était vraiment, elle voulait susciter cette connaissance et aussi cette transparence-là dans nos rapports, dans nos relations envers les autres. Donc c'est vraiment ça. Ouais. On arrive à la fin de notre échange, mais est-ce qu'en 30 secondes, tu peux nous laisser, comment je peux dire ça, un message de fin pour les personnes qui nous regardent? Qu'est-ce que tu veux qu'on retienne en fait au final de Jojo Issaco? Moi, je dis valoriser plus le processus que les événements. Vous savez, les événements, il y en aura toujours, il y en aura beaucoup, mais c'est toujours un processus. Si hier, on me disait qu'aujourd'hui, j'allais être avec Grâce sur une table en train d'échanger, c'est un événement. Mais après, qu'est-ce que je vais faire avec Grâce demain? Donc, c'est vraiment un processus qu'on est en train d'évoluer, mais il faut toujours se dire que l'erreur n'annule pas la valeur de l'effort accompli. Super. Donc, c'est vraiment, vous pouvez commettre des erreurs, mais ça n'annule rien ce que vous avez accompli. Super. C'est vraiment en tout cas, merci beaucoup Jojo. Je suis super contente. Que du succès et que des ondes positives dans tous tes projets. Et puis à vous qui nous avez regardés, j'espère sincèrement que vous avez été inspirés par cet échange. J'espère tout simplement aussi que ça va vous pousser à, comment je peux dire ça, à croire en vos rêves et puis surtout à persévérer dans tout ce que vous faites. À bientôt. Merci. Super.